Allez, Antoine Guénaud, ce matin, moi j'aime bien, vous le savez, recevoir des gens qui ne passent pas dans les médias ou qui ne passent pas encore dans les médias. Et ce matin, j'ai eu cet article, je suis tombé à ma revue de presse, que je travaille la nuit, je suis tombé sur cet excellent article dans le Front Populaire d'Antoine Guénaud, qui est juriste de formation et qui commet, Antoine Guénaud, il commet des articles dans le Front Populaire et en plus, c'est des articles qui vont pas dans le sens de la doxa. Bonjour Antoine Guénaud, comment allez-vous? Bonjour, et vous? Comment allez-vous? Ben, je suis en pleine Bonjour, forme, je suis heureux bonjour de au vous chat, recevoir. bonjour à tout le monde aussi, bien sûr. Ben oui, je suis très heureux de vous recevoir, Antoine Guénaud. Merci, je suis très heureux de Je vous venir. ai appelé ce matin parce que je voulais vous entendre, notamment sur cet article que vous avez publié dans Front Populaire, sur cette idée même que la technocratie détesterait les peuples. Et vous reprenez une argumentation qui m'intéresse, alors que je partage, je vous le dis, il n'y a pas de que je partage, mais je voulais vous entendre là-dessus. Grosso modo, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez des référendums, notamment, qui a été un viol démocratique, faut le Oui, dire, oui, faut de 2008, de 2005, et qui a été par le traité de Lisbonne en 2008, en février 2008 par Sarkozy, et notamment la classe politique française. Je voulais savoir, grosso modo, comment ça se caractérise selon vous, finalement, cette élite qui prend le pouvoir sur le peuple et ne veut plus l'entendre. Et vous faites remonter ça assez loin, Antoine Guénaud, concrètement. Oui, c'est ce que je dis, c'est que la technocratie les germes de la technocratie sont dans le gouvernement représentatif. Même avant, évidemment, bon, on voit l'Antiquité, Platon, etc. Bon, Platon, lui, il critique la plutocratie, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt en plutocratie. C'est pas une aristocratie au sens grec, c'est quand même les meilleurs, et je pense pas que ce soit les meilleurs qui gouvernent. Ah non, là on n'a pas les champions du monde, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On n'a pas les truites les mieux oxygénées du bassin. On n'a pas on n'est pas tombé sur le haut du panier, quoi. Voilà. Non, pas du tout. Non. Ça c'est évident. Non, oui, effectivement. Moi, j'ai mis l'exemple d'Alcuin, qui était le conseiller de Charlemagne, parce que tout le monde dit Vox Populi, Vox Dei. En fait, se trompe, puisque c'est l'inverse. Il dit exactement l'inverse en disant Vox Populi, Vox Dei. Non, oula, surtout pas. Il faut surtout pas faire parler la foule. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, non, moi, j'ai une phrase de Clémenceau que j'aime beaucoup, qui compare ça à la monarchie. Enfin, en détournant la monarchie constitutionnelle, il dit en République, le peuple règne mais ne gouverne pas. Donc le peuple est en quelque sorte un Charles III, mais un Charles III qui n'est ni invité à Versailles, et qui n'a pas le droit au grand cru ni au homard. Bien sûr. Oui. Non, mais vous avez raison, parce que c'est intéressant finalement. On part sur le postulat de la démocratie et on n'arrête pas de nous répéter, de nous rabâcher les oreilles en disant vous, chaque 5 ans, vous votez, donc forcément, vous avez le choix de mettre qui vous voulez là-haut, mais on se rend compte que c'est une espèce de chèque en blanc qu'on signe pendant 5 ans. Et surtout, et c'est le cœur de notre sujet, Antoine Guénaud, et je vous remercie d'être là ce matin, c'est surtout l'histoire du référendum, qui est l'arme ultime de la souveraineté du peuple. Et aujourd'hui, le référendum, je ne vais pas être grossier dès 8h08, mais voilà, on nous propose plus le référendum. Non, d'accord. Tout à fait. Non, mais c'était d'ailleurs le but de l'article, c'était ça, c'était de pousser un coup de gueule sur le référendum, puisqu'on nous le promet, puis on ne le voit jamais, mais c'est évident. Et un coup de gueule sur les élites, entre guillemets, culturelles et, j'allais dire de gauche, mais en tout cas woke, etc., qui hurlent au populisme parce qu'on veut demander son avis au peuple. C'est quelque chose que je trouve absolument aberrant, puisque, alors, en plus que c'est écrit dans l'article 3 de la Constitution, enfin, on ne peut pas faire mieux, la souveraineté nationale est exercée par le peuple, par le biais de ses représentants et du référendum. Donc, il n'y a même pas l'accusation de populisme me semble quand même absolument aberrante. Oui, et c'est intéressant parce que finalement, on voit, et d'ailleurs, vous avez raison de dire que certains, aujourd'hui, même pas intellectuels de gauche, de gauche, je l'entends sur les plateaux, des gens finalement, d'ailleurs Mathieu Slama, il n'y a pas longtemps, disait finalement, vous savez, est-ce que le référendum ou est-ce que le peuple est bien avisé de prendre des décisions parce qu'on nous ressort à chaque fois la peine de mort, parce que chaque fois, ça c'est le point de Godwin. Si on leur laissait à soi, ils voteraient un référendum pour la peine de mort. Donc ça, on a vu ça pendant les Gilets jaunes, ça a commencé ça a germé pendant les Gilets jaunes. Tout à fait. Faut pas leur donner la parole parce que sinon, ils sont pour la peine de mort. Enfin, ça n'avait absolument rien à voir, et peu importe. Donc, vous avez raison de dire qu'une partie de la gauche, mais ça revient dès la Révolution française. La gauche a toujours eu peur du peuple, quand même. Oui, tout à fait. Enfin, encore une fois, c'est dans le gouvernement représentatif. Je reprends la phrase de Barnave que j'ai mis dans mon article qui dit que les représentants du peuple sont ses tuteurs. Je trouve que le mot est quand même assez génial de dire, voilà, ça me fait penser à la parabole du grand inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, où le Christ reviendrait sur terre, etc., pour propager la bonne parole et la liberté des peuples, etc. Et le grand inquisiteur du coin
le mettrait en tôle en lui disant non, mais je sais que c'est toi, mais en fait, on peut pas te laisser libre parce que là, on a réussi à faire un ordre social en disant oui, etc. Mais si on te laisse faire, on perd tout le monde parce que la liberté et la responsabilité est trop grande pour le peuple. Et les élites pensent comme ça. Ils infantilisent le peuple en disant non, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont faire n'importe quoi. Donc après, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que le peuple a le droit de refuser la mondialisation? Est-ce que le peuple a le droit de refuser l'UE? Voilà, oui, par exemple, a le droit de refuser. On voit bien que non. Et on voit. À première vue, ils n'ont pas le droit, vous le savez mieux que moi, Antoine Guénaud, parce que on a parlé du référendum 2005, on vote à 54% contre le traité constitutionnel qui nous poursuit ce traité-là. Et d'ailleurs, on va en parler Valérie Bugeaut parce qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose là-haut. Quand je parle de là-haut, c'est Bruxelles. Vous allez voir, ça n'a pas piqué des verres avec un projet de révision des traités européens. Vous allez voir, ça fait peur. Mais finalement, oui, vous avez raison. Le peuple a été totalement excommunié. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez, vous partagez comme moi l'idée, peut-être que non, et vous me le direz, qu'en 2005, finalement, et 2008, tout à fait, il y a eu ce renversement, ce basculement de là où vraiment les élites ont dit le peuple, on s'en fout, on s'en carre, et que le basculement se fait en 2005, après le dernier référendum. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, ou en tout cas, le peuple fermait peut-être les yeux avant, en tout cas, mais là, il ne pouvait que voir la réalité. Voilà, comme disait Peggy, il faut dire ce qu'on voit, mais il faut surtout voir ce qu'on voit. Et là, c'est exactement ça. Là, je pense que tout le monde a compris, après 2008, je ne vais pas dire que le taux d'abstention a monté, mais quand j'entends quelque chose qui me gonfle beaucoup, mais c'est quand on dit l'abstention, c'est normal, le peuple se dépolitise, ne s'intéresse pas à la politique. Moi, je dis non. Je pense que le peuple, s'il s'abstient, 52% pour les législatives, il me semble, c'est au contraire parce qu'il est politisé et qu'il sait ce qui se passe. Il le sait, c'est au contraire qu'il est très politisé. Donc, ça veut dire pour vous que l'abstention, c'est intéressant cette idée, Antoine. Ça veut dire que pour vous, l'abstention massive est un véritable acte politique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est fait en leur âme et conscience d'un désespoir. Je veux dire, cette phrase fameuse, mais à quoi bon? À quoi bon? On vote à 55% contre un traité, on nous le remet en 2008 sans passer par nous. En plus, un traité qui nous sucre notre souveraineté. Donc, on s'est fait sucrer notre souveraineté par nos représentants. C'est un véritable viol démocratique. On n'a rien eu à dire là-dedans. Ouais. Et là, donc aujourd'hui, parce que c'est intéressant aussi de dire ça, vous parlez de populophobie. C'est intéressant, la populophobie. Et on l'a d'ailleurs vu, les Gilets jaunes. Ils ont été réprimés, réprimés, parce que c'était là, on était véritablement sur les ferments de la France. Pour avoir fait les Gilets jaunes, et les auditeurs le savent, on était sur le ferment de la France. Il y avait des gens qui votaient à gauche, qui votaient communistes, qui votaient Marine Le Pen. Et les gens buvaient des cafés ensemble et discutaient politique ensemble sur les ronds-points. C'était loin d'être des sans-dents et des gens qui comprenaient rien à rien. Je peux vous assurer que j'ai entendu des analyses politiques plus intéressantes que sur certains plateaux de chaînes mainstream. Mais c'est sûr. Mais de toute façon, on oublie, voilà, je vais reprendre la phrase de Guy, lui, mais c'est la France périphérique. Et il le dit très bien. Et on oublie la France périphérique, qui a absolument, bien sûr, des choses à dire. De toute façon, encore une fois, je parlais de Bodin, mais Bodin, il n'y a de richesse que d'hommes. Et il faut évidemment écouter ces gens qui vivent dans des territoires compliqués. Moi, j'en viens de Bourgogne, qui n'est pas un territoire sinistré non plus, mais quand même, il y a de grandes difficultés. Oui, il faut écouter ces gens-là, c'est évident. Et on leur passe évidemment allègrement par-dessus. Oui, c'est le problème pour moi comme disait encore une fois Clémenceau, sur le peuple qui règne mais ne gouverne pas. Il n'y a aucun pouvoir effectif. On peut aller dans la rue, les Gilets jaunes, on peut aller dans la rue pour les retraites. Il n'y a nous ne sommes pas un contre-pouvoir. Et voilà, on parlait effectivement tous les 5 ans, on donne un blanc-seing, on délègue le pouvoir. On ne sait pas des représentants, c'est des délégués. Et pendant 5 ans, on ne peut rien faire. Absolument rien. Et voilà, comment faire pour régler une crise comme la réforme des retraites? On a bien vu qu'il y a une scission entre les élites et le peuple. Mais normalement, le rôle du chef de l'État, moi je suis gaulliste, le rôle du chef de l'État, c'est de régler la crise. Je prends l'exemple de mai 68. Mai 68, que fait De Gaulle? Il dissout l'Assemblée. Il prend un risque. C'est un risque énorme. Peut-être que la gauche va gagner. Peut-être que... Voilà, bon, c'est un raz-de-marée gaulliste. Voilà, la France périphérique avait parlé. Il a laissé parler la France périphérique. Là, aujourd'hui, à l'Élysée, non, ils n'ont pas envie de régler la crise. Donc ça se passe par 49.3, qui est encore plus terrible, parce que 49.3, on passe même par-dessus les représentants. Même si, encore une fois, je le dis, les représentants ont une culpabilité là-dedans. S'ils s'alliaient, ils pourraient voter une motion de censure. Ils ne sont pas non plus liés par... ils ne sont pas obligés de dire oui, on valide, on ne peut rien faire. Si, ils peuvent faire quelque chose. C'est l'exécutif et le législatif qui sont responsables de cette crise. Et je pense que c'est soit on règle par 49.3 et on fait gonfler la crise, soit un référendum, je pense, permettrait de redonner confiance aux citoyens en se disant bon, on va être écoutés, et peut-être qu'on peut, effectivement, par là, redonner confiance aux citoyens, qu'ils reviennent voter
Après, le problème de l'abstention, il y a ça, il y a aussi le problème de l'offre politique. Oui. Parce qu'on parle de la tripartition de la vie politique française aujourd'hui. On a un bloc centre, un bloc gauche, un bloc de droite. D'accord, mais il y a 52% des gens qui votent pas. Donc, il y a un quatrième bloc qui ne trouve pas sa voie. Et c'est le plus gros bloc, puisqu'ils sont la moitié, plus de la moitié. C'est ça qui est intéressant à voir. Et c'est ça, vous posez, je pense, vous posez vraiment la bonne question là-dessus, sur la légitimité des députés aujourd'hui. Concrètement, de tous bords réunis. De tous bords réunis. Parce que la légitimité des députés, le député est un représentant de la nation. Moi, j'ai toujours pensé croire qu'il est représentant aussi de son territoire. Parce que c'est à lui. On vient de faire un cahier de doléances. D'ailleurs, les cahiers de doléances, Macron, on attend toujours de savoir où ils sont, ces cahiers de doléances, depuis 2018. Je crois qu'ils sont en train d'équilibrer, vous savez, les armoires des archives départementales à droite à gauche. Comme ça, ils calent des meubles, ils calent des meubles. Blague à part, vraiment. Pour vous, aujourd'hui, voilà, quelle est la crédibilité des députés et la légitimité? Parce qu'il est question aujourd'hui de légitimité, c'est gravissime, parce qu'on va arriver dans une crise de régime avec cette idée de légitimité. C'est du moins mon sentiment. Est-ce que vous le partagez, Anthony? Oui, tout à fait. Ils ne sont pas légitimes parce qu'effectivement, enfin, c'est encore une fois la différence légalité et légitimité. Oui, c'est légal, ils ont été élus. Ils ont été élus par qui? Bon, voilà, il y a 52% encore une fois qui n'ont pas voté pour eux. Il y a la légitimité du fait pourquoi aucun petit parti n'est représenté. Voilà. On a ce scrutin majoritaire qui est là. On n'essaye pas la proportionnelle. La proportionnelle, on en parle avec la 4ème République, où effectivement, ça fait une valse des ministères. On pourrait très bien imaginer un système avec scrutin majoritaire, une dose de proportionnelle, ou inversement, un proportionnel avec une dose de majoritaire. Et puis, toute une question des financements des partis politiques, de l'accès aux médias, etc. Il y a plein de petits partis qui méritent d'être entendus, et qui sont peut-être l'offre politique que ces 52% d'abstention attendent. Et donc, oui, ils ne sont pas légitimes, puisque et ce problème qui a été inventé, ce vote utile. Oh là, il faut voter vite, il faut voter pour les LFI. Si vous votez PCF, attention, vous allez faire perdre des voix à la gauche, ou inversement pour la droite, etc. Donc, c'est un gros souci. Oui, et effectivement, c'est un gros souci. Et je voulais qu'on arrive à cette question qui me semble extrêmement importante et que vous développez dans votre article. Je répète, Antoine Guénaud, vous avez écrit un article dans Front Populaire. Il est sorti dimanche. Allez le lire vraiment, parce que c'est vraiment très intéressant. Il nous reste encore 4-5 minutes, Antoine Guénaud, et je vous remercie d'être là pour nous éclairer à ce sujet. Merci de m'avoir invité. Non, mais c'est normal. C'est notre boulot de donner la parole à des gens qu'on ne voit pas et qu'on ne voit pas encore. Parce que sur Toxin, c'est parce que vous êtes là et on vous voit pas trop encore, mais vous allez voir, on va vous voir. Une dernière question qui me semble essentielle pour terminer ce propos. Finalement, il y avait cette idée que les élites considéraient que le peuple était trop con, passez-moi l'expression, pour gouverner. Mais j'ai quand même l'impression aujourd'hui qu'on est passé sur autre chose. Ces élites ont compris que le peuple n'a pas les mêmes intérêts qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a une divergence d'intérêts aujourd'hui. Vous n'avez parlé de la mondialisation, de l'Union européenne, du néolibéralisme, et le peuple déraciné est en train de se lever, comme avec les Gilets jaunes, contre une élite qui est une véritable oligarchie, et je le dis, je l'assume, et que là, on a quand même évolué aujourd'hui dans plus qu'un délit de démocratie. Là, c'est qu'il n'y a plus du tout de démocratie, concrètement. Oui, complètement. Moi, je reprends sur l'oligarchie, j'ai une phrase de Boutmy, qui est le créateur de Sciences Po, qui est une phrase assez géniale, qui dit qu'il a inventé cette école pour faire rempart au flot qui est la démocratie. En faisant, en gros, c'est comment dire, c'est quelque chose qui c'est une école qui fait un faux mérite, qui crée un faux mérite. Le peuple pense qu'ils sont, etc. Alors que pas du tout, puisque de toute façon, c'est une reproduction d'élite. On parlait du problème de la légitimité aussi des élus. Dans la légitimité des élus, il y a le problème, quid de la représentation des classes populaires. Dans les grandes écoles aussi, on parle de Sciences Po, où sont les ouvriers? Voilà, ça c'est le problème là. Donc oui, déjà, bien sûr, il y a un déni de démocratie là-dessus, c'est évident, oui. Et puis, il y a ça vraiment, pour moi aussi, vraiment, on est une démocratie, et cette divergence d'intérêts. Oui, bien sûr. Quand vous allez, le peuple vote pour les élites en place, c'est la démocratie. Quand le peuple s'amuse à voter contre l'avis des élites en place, c'est du populisme. C'est assez intéressant. Toujours cette dichotomie qu'on nous sert à tous les soirs pour dire, si vous n'êtes pas comme nous, c'est que vous êtes machin. Ah bah c'est la dichotomie de oclocratie, démocratie. La démocratie, c'est le peuple, etc. L'oclocratie, tout de suite, c'est la foule. Oh là là, ils vont faire n'importe quoi, ils vont voter pour la peine de mort. Oh là là, mais ils vont voter contre la mondialisation, mais comment on va s'en sortir, etc. Le peuple n'a pas le droit de refuser. J'ai une phrase de Barnhouse qui est assez géniale aussi, dans La France contre les robots, qui dit, mais comment pensez-vous, avec une machine aussi bien huilée, qui est la mondialisation et qui est la financiarisation, enfin qui est l'économie mondiale, vous pensez vraiment qu'on va laisser un peuple mettre un petit caillou dans la machine? Vous pensez vraiment qu'on va laisser le peuple élire le technicien?
Non, Mmh. on le sait très bien. Comment pourrait-on faire? Mais il y a des peuples qui se sont fait avoir. Je prends l'exemple de l'Italie. On pense Oui. ce qu'on veut de Mélanie, c'est pas le problème. Mais Oui. les Italiens ont voté en pensant quelque chose. Elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle a prévu. Et encore une fois, aucun contre-pouvoir qui leur permet de dire, mais on s'est fait flouer. On s'est fait flouer. Comment on fait pour revenir, enfin pas revenir sur ce qu'on a dit, mais on nous a proposé un programme, on l'a validé, voilà, et vous ne le faites absolument pas. Comment on fait? Oui, c'est l'idée, Antoine, c'est l'idée des Gilets jaunes du mandat révocatoire. Tout à fait. C'est le mandat révocatoire. Ça nous plaît pas. Donc, si tu fais pas pour ce qu'on t'a élu et le programme que tu nous as soumis, tout à fait. Eh ben, tu vas partir, tu vas rentrer chez toi et on va faire autre chose. Mais tout à fait. Moi, je suis gaulliste et je reste gaulliste, mais pas à l'ancienne. Le monde a changé. La 5e a été faite par un homme d'exception pour un homme d'exception. Ça fait longtemps qu'il est plus là. On a vu que les hommes après. Pourtant, il y en a qui s'en réclament du gaullisme, notamment les Républicains. Tous, toujours. Mais bon, voilà, oui. Quand on voit que c'est ex-UMP qui a fait valider le référendum de 2008, bon, où est le gaullisme? Mais non, ça a été fait. Je pense qu'il faut changer. Il y avait un chef de l'État qui permettait de régler les crises, qui pratiquait la dissolution, qui pratiquait le référendum. Aujourd'hui, on voit que non. Donc moi, je suis pour aujourd'hui mettre dans la Constitution un pouvoir effectif au peuple, en tout cas un contre-pouvoir, qui serait le référendum d'initiative populaire, qui me semble évident, avec un quorum, effectivement, on ne va pas mettre à 100 000, puisque sinon, on aurait des référendums tous les 4 matins. Et pourquoi pas, ou une révocation d'élus. La révocation d'élus, la complexité que j'ai avec ça, c'est qu'on brise le représentant comme représentant de la nation. Donc peut-être, moi je serais plus, ça serait compliqué, mais pour une sorte de référendum d'initiative populaire, mais pour pratiquer une dissolution. Nous, il y a 5 millions de signatures. On passe par référendum, voulez-vous dissoudre l'Assemblée? Voulez-vous que l'Assemblée soit dissoute? Je pense qu'il faut que le peuple ait en miroir les mêmes pouvoirs que le président, puisque le président qui est là pour ça, normalement, qui n'est pas là pour un parti, mais qui est l'arbitre au-dessus de la nation, au-dessus de la mêlée, ne pratique pas ces pouvoirs-là. Qui sont faits pour ça, qui sont faits pour... De Gaulle disait, il n'y a rien entre le peuple et moi. C'est ça, normalement, le chef de l'État. Il y a quelque chose comme ça dans la cinquième. Oui, la Cour suprême en France, disait de Gaulle, c'est le peuple. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. En tout cas, Antoine Guénaud, c'est passionnant. J'aurais aimé vous garder plus longtemps. On a un programme très chargé. Vous reviendrez sur Toxa Média, chers amis. Retenez son nom, Antoine Guénaud. Il écrit dans Front Populaire. Il est juriste. Ça vaut le coup. Très, très bon article. Allez le lire. C'est vraiment intéressant. Belle grille de lecture. Merci, Antoine Guénaud.